chers amis et chers camarades, que je voulais à mon tour remercier les organisateurs de cette magnifique conférence internationale et son président, Dimitris Kazantzakis. J'ajoute que c'est la première réunion à l'échelle de l'Union européenne, et même au-delà d'ailleurs, rassemblant des forces progressistes qui traitent de la République, des monnaies nationales et de la démocratie. Et je forme des vœux pour que nous puissions, à l'issue de cette conférence, nous rassembler, nous coordonner et agir en commun dans nos pays respectifs et au niveau de l'Union européenne et au-delà, bien entendu, comme d'ailleurs quelqu'un l'a proposé en fin de matinée, créer une coordination internationale. C'est une excellente idée. Permettez-moi de présenter brièvement le mouvement politique d'émancipation populaire, le MPEP. Nous nous sommes créés en 2008 en France. Et notre but était de poursuivre la lutte contre la Constitution européenne après la victoire du non au référendum du 29 mai 2005 qui s'était tenu en France et qui avait vu la victoire du non avec 55% des voix. Les forces qui avaient mené campagne pour le non, en effet, avaient été incapables, après ce référendum, de se rassembler et de poursuivre leur action. La débâcle des élections présidentielles françaises de 2007 l'avait démontré. Le MPEP est un mouvement politique de gauche. Nous sommes sidérés par la faillite intellectuelle, idéologique et politique de la gauche française, et même au-delà de la gauche française, d'une bonne partie de la gauche européenne. C'est pourquoi nous nous sommes fixés notamment l'objectif de réidentifier la gauche, de lui redonner des repères et des valeurs, et de créer un nouveau courant politique. De notre point de vue, le problème principal qui bloque la gauche, et bien au-delà de la gauche, est celui de l'Europe. Beaucoup de gens croient que la Seconde Guerre mondiale a été provoquée par les égoïsmes nationaux. Ils ont conclu qu'il faudrait brider la souveraineté des peuples, ces derniers ne pouvant que s'adonner à des pulsions nationalistes les plus viles. Il faudrait donc bâtir une Europe fédérale pour la paix, soi-disant, disposant d'un pouvoir d'encadrement des peuples. Cette croyance part d'un bon sentiment, qui est celui de préserver la paix. Mais elle repose sur une énorme erreur d'analyse historique. La Seconde Guerre mondiale, en effet, n'a pas été déclenchée par les égoïsmes nationaux. Elle a pris sa source dans la première grande crise du capitalisme, en 1929 aux États-Unis, et dans les graves erreurs politiques des Alliés, à la suite du traité de Versailles en 1919. C'est sur un terreau fait de chômage, d'humiliation, de misère, comme aujourd'hui, que les idéologies fascistes, nazies, racistes ont pu se développer, particulièrement en Allemagne et en Italie. Nous pensons au MPEP que seule la souveraineté des peuples, c'est-à-dire leur capacité à être une communauté politique, est un gage de paix. Nous avons confiance dans les peuples. Je disais à l'instant que le MPEP était un parti de gauche. Pour autant, nous sommes alliés en France à d'autres forces politiques, dont certaines sont des groupes communistes, des groupes gaullistes, car nous pensons, car nous prenons pour modèle le Conseil national de la résistance. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en France, comme d'ailleurs dans d'autres pays, ce Conseil national de la résistance avait rassemblé autour d'un programme de rupture communiste, socialiste, gaulliste, chrétien,
syndicalistes contre la barbarie nazie. Il n'y a rien de plus urgent, au-delà de nos différences, que de nous rassembler et d'agir dans l'objectif de retrouver nos souverainetés populaires et nationales, condition d'un internationalisme véritable. Je vais maintenant développer rapidement les 3 grandes raisons pour lesquelles il faut, aux yeux du MPEP, annuler la dette publique et la restructurer, sortir unilatéralement de l'Union européenne et de l'euro. Sortir unilatéralement de l'Union européenne et de l'euro signifie que chaque pays, individuellement, en fonction de son agenda politique et de ses mobilisations sociales, peut décider de redevenir libre en activant l'article 50 du traité de Lisbonne qui autorise en toute légalité à sortir de l'Union européenne et donc de l'euro. Première raison pour laquelle il faut sortir unilatéralement de l'Union européenne, sa nature interdit toute évolution positive pour les peuples. L'Union européenne est un monstrueux système de domination et d'aliénation des peuples dont il faut s'émanciper. Et nous devons nous demander s'il existe une essence de l'Union européenne. Autrement dit, est-elle dotée de caractéristiques fondamentales d'un caractère propre, intangible? La réponse est oui. Oui, la construction européenne possède une essence. Ce sont les valeurs et les intérêts des classes possédantes occidentales. L'européisme, l'atlantisme, le capitalisme, l'autoritarisme, le fédéralisme, le christianisme, car il faut bien vaporiser un peu d'eau bénie sur tout cela de temps à autre. L'impulsion initiale de la construction européenne ne vient pas des Européens, elle vient des États-Unis. Le but des États-Unis était de reconstruire le capitalisme après la Seconde Guerre mondiale sous leur leadership pour faire face à l'URSS. Dans ce cadre, pour les dirigeants américains, des formes d'Union européenne étaient absolument indispensables pour acheter la production de masse américaine, permettre à l'Europe occidentale de produire ses propres armements contre l'URSS, contrecarrer le communisme intérieur, particulièrement en France et en Italie. Voilà ce que dit le pape du néolibéralisme, Friedrich von Hayek, dès 1939, qui est, comme vous le savez, qui a influencé considérablement les milieux dirigeants américains. Voilà ce qu'il dit, je cite: « La fédération européenne devra posséder le pouvoir négatif d'empêcher les États individuels d'interférer avec l'activité économique. » Il ajoute: « Une fédération signifie qu'aucun des deux niveaux de gouvernement, fédéral et national, ne pourra disposer des moyens d'une planification socialiste de la vie économique. » C'est très clair. Le but d'une Union européenne est de briser les souverainetés nationales pour empêcher tout risque de socialisme et même tout risque de politique keynésienne et confier l'économie aux seules lois du marché. Nous sommes en 1939. Nous devons considérer que les peuples sont adultes et qu'il ne faut pas leur raconter des histoires pour les endormir, comme le fait le grand récit sur le mythe de la construction européenne. Nous devons dire qu'un tel système ne peut pas changer d'essence,
qu'il ne peut pas s'améliorer de l'intérieur, qu'il faut le démanteler et bâtir quelque chose de radicalement nouveau à l'extérieur. L'Union européenne, en effet, est un des piliers de l'ordre néolibéral mondial sous contrôle états-unien, avec le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, l'OTAN, l'OCDE, tout ça, c'est pareil. La lutte contre cet ordre néolibéral passe nécessairement par la sortie des piliers qui le soutiennent. D'autant que l'obligation de réviser les traités européens à l'unanimité empêche toute réforme démocratique et sociale. Certaines forces politiques, syndicales, associatives, proposent de transformer l'Union européenne de l'intérieur. Et leurs revendications concernent souvent la Banque centrale européenne, mais elles portent aussi sur les questions sociales, les marchés financiers, etc. Bien sûr, nous sommes favorables à tout changement de la politique de l'Union européenne dans une voie progressiste. Nous sommes aussi pour la transformation du plomb en or. Nous sommes même prêts, s'il le faut, à planter des cierges en invoquant le ciel, qui d'ailleurs s'est installé à Bruxelles, pour qu'il réduise, par exemple, le chômage des jeunes. Tout ce qui peut améliorer la situation des peuples doit être pris, sans hésiter. Mais où est le bilan? Qu'a-t-on arraché ces dernières années aux oligarques bruxellois? Rien. Nous n'avons rien obtenu. Et nous n'avons rien obtenu parce que ce système est bloqué. Avec 28 pays membres qui doivent se prononcer à l'unanimité, les traités européens ne peuvent pas être révisés dans le sens d'un progrès démocratique et social. Alors, il y aura peut-être un jour l'unanimité des pays membres pour le faire dans le futur. Mais quand? À court et moyen terme, cette hypothèse est politiquement irréaliste. L'Union européenne et l'euro ont un bilan accablant et dressent les peuples les uns contre les autres. Inutile ici, ça a été fait, de faire l'inventaire des malheurs provoqués par le système européen. Ce qui est appelé construction européenne ne repose pas sur la volonté de construire la prospérité pour les peuples de notre continent. La seule prospérité que connaissent les oligarques européens, c'est leur propre et unique prospérité. La construction européenne repose en effet sur la libéralisation de tous les aspects de la vie sociale et économique. Les marchés, le travail, la culture, l'éducation, le social, la finance. C'est la concurrence de tous contre tous. Il faudrait plutôt parler de la construction du libéralisme à l'européenne. C'est l'effacement de toute volonté devant le marché total. L'Union européenne est le système le plus sophistiqué au monde, reposant sur la tentative délirante de construire une civilisation par le marché. Toute l'idéologie européenne s'appuie sur la croyance insensée que l'on peut résoudre les problèmes du monde en établissant un ordre quasi intégralement marchand. Les peuples européens, à juste titre, se détournent de plus en plus de l'Union européenne et de l'euro. C'est ce que nous apprennent les enquêtes d'opinion et nos discussions avec les gens de tous les jours. La deuxième raison pour laquelle il faut sortir unilatéralement de l'Union européenne et de l'euro, c'est parce que c'est la condition principale pour résoudre la crise. Il faut en effet sortir de l'euro pour se protéger des marchés financiers et éradiquer le chômage.
l'ouverture totale des marchés de capitaux a été décidée par l'Union européenne. Elle ne pouvait aboutir qu'à la crise systémique que nous connaissons. L'euro a été le vecteur et l'amplificateur de cette circulation effrénée des capitaux. L'article 120 du traité de Lisbonne stipule ainsi que les États membres et l'Union agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources. C'est la reprise, presque mot pour mot, de l'inénarrable théorie de l'efficience des marchés financiers, qui explique avec le plus grand sérieux qu'il faut libéraliser totalement les marchés financiers, car cela permettrait la meilleure affectation des capitaux aux projets rentables, ce que l'État ne pourrait pas faire. La création et le développement des marchés financiers résultent donc entièrement d'un choix politique et non d'une fatalité économique. L'Union européenne et l'euro ne sont pas victimes de la mondialisation et de la globalisation financière. Ils en sont encore moins un bouclier pour s'en protéger. Ils en sont les co-responsables. Tout ce qui est appelé la construction européenne a été subordonné à ce but. Il fallait attirer vers les marchés financiers européens les capitaux recherchant à l'échelle planétaire une rentabilité maximale à très court terme. C'est pourquoi d'ailleurs les taux d'intérêt sur les obligations d'État sont plus élevés en Europe qu'aux États-Unis. Tout cela rend l'euro fort, cher, trop cher. Les entreprises de la zone euro sont alors poussées à baisser sans cesse leurs coûts salariaux d'un côté, tandis que d'un autre côté, l'euro pousse à la baisse de la fiscalité sur le capital, affaiblissant les finances publiques. Certes, les capitaux ont afflué dans la zone euro, mais comme leur rentabilité était supérieure à la rentabilité des investissements productifs, ils sont allés à la spéculation. Le taux d'investissement productif a donc baissé, encourageant les délocalisations et le chômage. La sortie unilatérale de l'euro et de l'Union européenne est une condition indispensable pour résoudre la crise, même si elle ne suffit pas en elle-même. Que signifie sortir de la crise en un mot? Pour nous, cela signifie les quelques mesures suivantes. D'abord, annuler toutes les mesures d'austérité prises depuis 2008. Ensuite, éradiquer le chômage et la précarité, notamment par la mise en place de ce que nous appelons le droit opposable à l'emploi. Alors, pour comprendre cette réforme que nous proposons, fondamentale, qui vise à mettre en place le droit au travail pour chacun, on peut la comparer au rôle des banques centrales. On dit que les banques centrales sont le prêteur en dernier ressort. Eh bien, le droit opposable à l'emploi signifie que l'État est l'employeur en dernier ressort parce qu'il ne faut pas compter sur le marché pour résoudre le problème de l'emploi. Ajoutons aussi la réindustrialisation. Relancer les services publics comme l'éducation, les transports, l'eau, le gaz, l'électricité, redresser la protection sociale en améliorant les retraites, les soins de santé, lancer un vaste plan de construction, de rénovation de logements, etc. La réalisation de ce programme est impossible dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro. Parce qu'il faut, pour y parvenir, contrôler les mouvements de capitaux. C'est interdit par le traité de Lisbonne. Il faut bloquer les délocalisations. C'est interdit par le traité de Lisbonne. Il faut prendre des mesures protectionnistes dans l'esprit de la charte de la Havane de 1948. C'est interdit par le traité de Lisbonne.
Il faut annuler et restructurer les dettes publiques. C'est interdit par le traité de Lisbonne. Ces mesures, si elles étaient prises, affaibliront la puissance des classes dominantes et donneront de la force aux classes dominées. Il faut aussi sortir unilatéralement de l'euro et de l'Union européenne, car il faut se séparer de l'Allemagne. Il existe en effet une nouvelle question allemande. C'est celle de la tentation impériale de l'Allemagne. Affirmer que les dirigeants allemands cherchent à transformer l'Europe en Europe allemande pourrait être jugé infamant. Pourtant, en Allemagne même, des voix de plus en plus nombreuses s'inquiètent de cette évolution. C'est le cas, par exemple, du sociologue et philosophe Ulrich Beck, qui s'interroge, je le cite, sur une Allemagne qui a cessé d'être la plus européenne des Européens et qui préfère minimiser ses alliances et ses obligations dans le cadre de l'Union. Une Allemagne qui caresse un avenir de grande Suisse ou de petite Chine, c'est-à-dire des excédents extérieurs avec une demande intérieure limitée. Il est vrai que la stratégie suivie par les élites économiques et politiques allemandes, des Verts aux libéraux, en passant par les chrétiens démocrates et les sociodémocrates, est clairement celle d'une tentation impériale. Cette stratégie utilise l'Union européenne et l'euro comme le vecteur permettant d'assouvir cette ambition. Joschka Fischer, le Vert qui a été ministre des Affaires étrangères et vice-chancelier, s'alarme lui-même maintenant de cette stratégie de Madame Merkel, à laquelle il a pourtant donné la première impulsion. Voilà ce qu'il dit, Joschka Fischer. Il n'est plus possible d'ignorer le changement fondamental d'orientation stratégique de la politique européenne de l'Allemagne. Objectivement, la tendance est à une Europe allemande. C'est lui qui le dit. En s'érigeant comme modèle de vertu et de rigueur, en donnant des leçons à tout le monde, les dirigeants allemands considèrent que leur pays est le seul capable de porter cette vertu et cette rigueur. Et ils en ont conclu que ce serait à l'Allemagne de diriger l'Europe pour le compte des États-Unis. La politique initiée par Gerhard Schröder et poursuivie sans discontinuer jusqu'à Angela Merkel est une stratégie d'exploitation des pays voisins. L'Allemagne est ainsi devenue le premier exportateur mondial de marchandises de 2003 à 2008. Elle a été devancée depuis 2009 par la Chine. Fin 2011, la balance des paiements courants de l'Allemagne était excédentaire sans discontinuer depuis 2001, 162 milliards d'euros. Parallèlement, la France, l'Italie et une grande majorité des pays de l'Union européenne étaient devenus chroniquement déficitaires. Ces résultats sont-ils liés à l'excellence allemande? Absolument pas. Ils sont liés à une double stratégie non coopérative. Délocalisation d'une partie importante de la production allemande dans les pays d'Europe centrale et orientale, déflation salariale massive pour les travailleurs allemands. L'importance de l'excédent commercial allemand vis-à-vis de ses partenaires européens correspond à une structure des échanges de type néocolonial, à des relations inégales de type centre-périphérie. À l'instar d'une métropole et de ses colonies dans un empire, et
je n'invente rien, c'est une étude de la Banque de France elle-même qui arrive à cette conclusion. Beaucoup en Europe souhaiteraient que l'Allemagne freine ses exportations et développe sa demande intérieure afin de mener une politique coopérative. Mais la classe dirigeante allemande n'est absolument pas prête à remettre en cause sa stratégie de domination. Il faudra la lui imposer. S'il existe des exportations allemandes, c'est parce qu'il existe de la consommation et des importations dans les autres pays de la zone euro. C'est une lapalissade. Si les autres pays de la zone euro se mettent à faire comme l'Allemagne et à restreindre leur consommation intérieure et à tout donner pour les exportations, tout explose, le système se bloque encore plus. Et c'est ce qui est en train de se produire actuellement. Nous devons donc nous séparer de l'Allemagne pour remettre les balances des paiements à l'équilibre dans toute la zone euro. La sortie unilatérale de l'euro et de l'Union européenne permettra d'anticiper l'explosion inéluctable de la zone euro et la dislocation prévisible de l'Union européenne. N'ayons aucun doute, la zone euro va exploser et l'Union européenne se disloquer. Personne, évidemment, ne peut dire quand ni comment, mais cela va se produire. C'est d'ailleurs pour cela, entre autres, qu'il est bien plus raisonnable d'organiser la sortie de l'euro et de l'Union européenne à froid, en réfléchissant aux différentes hypothèses, plutôt qu'à chaud, à l'occasion d'une nouvelle crise. En fait, dès le départ, la zone euro était vouée à l'échec. Je voudrais terminer par vous donner en conclusion les raisons pour lesquelles le MPEP appelle au boycott des élections européennes de mai 2014 en France, projet qui suscite de l'enthousiasme dans beaucoup de milieux et une dynamique tout à fait impressionnante qui est en train de se développer. Alors, je ne parle évidemment là, ici, que pour la France. En effet, la situation peut être très différente selon les pays et les mouvements politiques. C'est le cas, par exemple, lorsque l'élection européenne peut permettre de faire apparaître pour la première fois la force d'un parti politique aux yeux de l'opinion publique. C'est-à-dire de lui donner un pourcentage de voix significatif, le transformant en force qui compte. Ainsi, il y aura irruption de ce parti dans le champ politique institutionnel, et c'est très important évidemment pour la suite. Toutefois, on ne peut faire cela qu'une seule fois. Et en ayant déjà de fortes certitudes de réaliser un bon score. Sinon, nous nous tirons une balle dans le pied. Tout citoyen a le devoir de voter. Cependant, il n'existe pas de principe selon lequel une élection par nature, du seul fait qu'elle se tienne, serait démocratique ou légitime. Tout dépend de son déroulement et de ses conséquences. Si une élection n'est pas organisée pour garantir le choix des citoyens, la liberté de choix des citoyens, et qu'en outre, cette élection n'a aucune conséquence institutionnelle, elle n'est qu'une mascarade. Voter dans ces conditions revient à cautionner cette mascarade et le régime politique qu'il a organisé. Il faut donc boycotter. C'est ce que font d'ailleurs les forces démocratiques dans les pays où les élections donnent 95% des suffrages au parti qui dirige, qui est d'ailleurs souvent un parti unique. Dans ces pays, il y a bien des élections, mais ce ne sont... Nous n'avons pas voulu tomber dans le piège tendu par l'Union européenne
Pour nous, voter aux élections européennes de 2014, en mai 2014, et quel que soit le vote, même blanc, reviendra à voter pour le système que nous combattons et servira à le légitimer. Il faut au contraire délégitimer l'Union européenne et son Parlement croupion par une abstention massive. Si la démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, toute élection, pour être démocratique, doit donner de la force aux dominés, c'est-à-dire au peuple, et en retirer aux dominants, c'est-à-dire l'oligarchie. L'Union européenne et son pseudo-parlement enlèvent structurellement et continuellement de la force aux dominés pour en donner aux dominants. L'Union européenne en France est encore plus illégitime depuis qu'elle a bafoué la souveraineté du peuple qui s'était prononcé contre la Constitution européenne par référendum. Je rappelle, le peuple avait voté non à 55% le 29 mai 2005. Il n'a été tenu aucun compte de son vote, car le traité de Lisbonne, qui n'est qu'un résumé de la Constitution européenne, a été ratifié par les 27. Le traité de Lisbonne illégitime enlève du pouvoir au peuple. Il est donc bien par construction antidémocratique. Faudrait-il être masochiste et aller voter encore une fois alors que nous avons la preuve que cela n'aura aucun effet? Le Parlement européen parvient encore à faire croire à de trop nombreux citoyens qu'il est un vrai Parlement. Ce n'est évidemment pas le cas. Le Parlement européen n'a aucune des attributions fondamentales d'un vrai Parlement. Il ne représente pas une nation et un peuple européen souverain qui de toute façon n'existe pas. Les débats qui ont lieu en son sein n'ont aucune portée politique de fond. Quelles que soient les majorités, elles n'ont aucune influence sur les institutions européennes. Le Parlement européen ne vote pas la loi, ni les impôts. Il ne peut même pas réviser les traités. Alors des camarades nous disent que la présentation des listes aux élections européennes nous permettra de nous faire connaître dans les médias. Et si nous avons des élus, ils utiliseront le Parlement européen comme caisse de résonance. Ce n'est qu'une illusion. Les médias ne donnent pas la parole aux petites listes, surtout les petites listes qui les dérangent. C'est toujours ce qui s'est produit dans le passé. Nous qui boycottons, nous sommes sûrs d'avoir plus de médias que ceux qui présenteront des listes. Quant aux débats de ce Parlement d'opérette, ils ne sont quasiment jamais commentés par la presse et les médias. Le Parlement européen est juste un dispensateur de crédit pour les députés et les partis politiques qui se complaisent à cette mascarade et qui sont d'ailleurs grassement payés pour cela. Quelle que soit la liste que l'on choisit en votant, on aura voté malheureusement pour le système de Bruxelles en le légitimant. Le problème pour nous en France, je le répète, n'est donc pas de fédérer les forces antilibérales ou anticapitalistes ou anti-Union européenne ou anti-euro dans le vote pour telle ou telle liste, mais de les fédérer dans le boycott militant. Le boycott des élections européennes servira aussi à dénoncer en France le double jeu politicien du Front National. Ce dernier, en effet, d'un côté prétend vouloir sortir de l'euro et de l'Union européenne, ce qui d'ailleurs est totalement faux, et d'un autre côté, il veut entrer dans le système dont il vient de nous dire qu'il veut en sortir, pour se goberger comme les autres. Il cautionne ainsi et profite lui-même de ces institutions qui lui garantissent à la fois des revenus substantiels et son rôle de fou du roi. Chers amis et camarades, dans le cas d'élections démocratiques, l'abstention est toujours une erreur, car elle laisse en effet le champ politique aux mains de ceux qui participent à l'élection en question. En revanche, dans le cas d'élections non démocratiques comme les élections européennes, la règle s'inverse.
le vote, et je termine, aux élections européennes n'a jamais réussi à obtenir le moindre résultat politique, une abstention de 70% en France par exemple, l'abstention était de presque 60% aux dernières européennes, si nous passons à 70%, ce sera un coup de tonnerre politique. Toute crédibilité sera ôtée à l'Union européenne, elle sera ridiculisée. Je vous remercie.